Au sommaire de ce journal, le corps du Christ au Bénin, témoin du lancement du premier album du chantre Patrice Ablaka. Le vendredi 20 octobre dernier, à l'hôtel communal de Cocody, s'est tenue une veillée de prière et de délivrance organisée par la MIGD. En Sierra Leone, les autorités ont décidé de protéger les victimes à travers une vaste campagne de vaccination contre la pandémie. Bienvenue, Madame, Monsieur, vous suivez la grande édition du journal sur Béni TV. Débutons en religion par le Bénin, où le corps du Christ a été témoin le 22 octobre 2017 du lancement du tout premier album du chantre Patrice Ablaka, alias Donadé. Avec joie que le peuple de Dieu a accueilli l'album Ton Miracle. Inspiré de Dieu à son serviteur, le chantre Patrice Ablaka, alias Donadé, ce premier album vient donner de l'espoir et restaurer les âmes. Dans son morceau, il a parlé du miracle de Christ, qui est toujours possible. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu crois en lui, tu auras ton miracle, mon frère. Moi, j'ai reçu mon miracle. Toi aussi, tu peux avoir ton miracle. Tu peux recevoir ton miracle. Chacun de ces titres relève un défi particulier dans la vie du chrétien. Parce que la Bible déclare que nous périssons faute d'ignorance. Mais toi qui me regardes, lorsque tu vas payer ce CD, tu verras une délivrance, une restauration dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce grand pas dans le monde discographique chrétien est pour le père spirituel du chantre le résultat d'une vie bien consacrée. Notre frère est venu de loin, il a écouté les conseils, il a suivi les enseignements de Dieu et il en est où nous le voyons aujourd'hui. Ton Miracle, un album à 7 titres avec une diversité de rythmes pour le bonheur de tous. Le vendredi 20 octobre dernier, à l'hôtel communal de Cocody, la MIGD a organisé une grande veillée de prière marquée par des restaurations et des temps d'enseignement. Reportage. Un lieu, l'hôtel communal de Cocody à Abidjan, une date, le vendredi 20 octobre dernier, tout était réuni pour faire de ce moment un événement spécial à la gloire du Tout-Puissant. La prière qui fait descendre le feu, tel était le thème de la grande veillée de prière, de miracles et de guérison organisée par le ministère international de la délivrance et de la guérison. Au nombre des orateurs présents, le prophète Kouman de la MIDG ainsi que l'invité du jour, Madame Brown, qui a exhorté le peuple sur le thème « Le grand sacerdoce de Jésus-Christ ». Les fidèles venus participer à ce grand moment de restauration divine ont expérimenté la puissance de Dieu à travers plusieurs miracles et délivrances conduits par l'homme de Dieu, le prophète Malik Fofana. Cette grande veillée du ministère international de la délivrance et de la guérison a pris fin dans l'adoration et la louange à l'Éternel. Et vous voyez, vous pouvez avoir tous les bons enseignements du monde, toutes les prêches du monde, mais si vous êtes attaché, vous ne pouvez rien faire. La Bible dit Marie-Magdeleine a été délivrée de 7 démons. Et quand on est attaché, avec toutes les capacités intellectuelles, physiques, morales et tout, volonté, tu ne pourras rien faire. Vous voyez, le premier ministère que Jésus a opéré après le salut, à sa résurrection, là, la Bible dit, c'est la délivrance. Donc,
Et même quand il a ressuscité Lazare, il a ressuscité, mais après il a détaché, il a délivré. Donc tu peux être ressuscité, sauvé, racheté, comme on dit, redeemed, but you still gotta be free by the power of the blood. Tu dois toujours être libéré, détaché par certains méchants esprits qui sont méchants pour te faire du mal, pour te retarder, te rendre malade, te rendre dans l'échec, te détruire. Ouais, mais Dieu il est fidèle. Dès qu'on a la foi en lui, il trouve un moyen de vous libérer. Et ce soir, vraiment, je veux le bénir, lui donner toute la gloire. Et je prie qu'il nous donne tous les moyens pour qu'on soit prêts. L'église Jesus Save Ministries, dirigée par le prophète Ebenezer Dahadou, a organisé une conférence d'impact sur la délivrance et la guérison divine. Cette conférence avait pour thème « Jésus-Christ, mon témoignage ». Anissé Kouadio nous donne un compte-rendu. Ils sont venus nombreux à ce programme consacré à cette première conférence d'impact sur la délivrance et la guérison divine. Durant 2 jours, c'est la mairie de Bondoukou et le temple de la grâce de l'église Jesus Save Ministry qui ont servi de cadre afin de permettre aux chrétiens et ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus d'agrandir leur foi en Christ, car lui seul donne accès à un cocktail de bénédiction. Ce fut des instants de miracle, de guérison, de prière intense. Le Seigneur Jésus s'est glorifié puissamment. Je suis venu dans le programme en fait, parce que j'étais un peu malade. Ma mâchoire est blessée depuis longtemps, je n'arrive pas à me soigner. Et je suis venu dans le programme depuis hier, en tout cas ça va. J'ai un de Dieu, et je pense que je vais pas trouver ça à l'église. Ça m'a vraiment fait du bien. J'ai vu que Jésus a fait beaucoup pour moi. Il y a aussi des personnes que Jésus a guéries. Ce que j'ai vu ici, c'est incroyable. C'est le véritable Jésus que j'ai croisé ici. Moi-même, j'avais un mal au cou. La main sur le cou, automatiquement, j'ai senti la guérison. Je suis totalement guéri. Parce qu'il ne faut pas tourner le cou comme ça avant. Alors, j'ai béni le Seigneur pour cela. Les femmes ont été exhortées à se détourner des vices et à suivre Jésus-Christ. Que ça soit le mariage ou de l'argent ou pour des enfants, nous ne sommes pas obligés d'aller vers les marabouts ni les féticheurs. Jésus est capable de nous donner le mariage que nous désirons. Il est capable de nous donner les enfants que nous désirons. D'être heureux dans nos foyers, même dans ce que nous faisons. Donc, c'est pour dire à toutes les femmes de vraiment chercher véritablement ce Jésus-là, parce qu'il est capable de tout. Selon les organisateurs, un tel programme pourrait impacter positivement la vie des populations. Le Seigneur nous a inspiré ce programme qui était la première conférence d'impact sur la délivrance et la guérison divine dans le but de permettre à chaque croyant d'expérimenter Dieu au travers de sa puissance. L'objectif étant de permettre à chaque chrétien d'expérimenter la puissance de Dieu au travers de Jésus-Christ de Nazareth afin de témoigner que Jésus-Christ est véritablement vivant. Au travers de cette conférence, je crois qu'il y a eu de guérison extraordinaire. Des sous ont entendu. Il y a des femmes qui avaient des fibros qui ont été guéris instantanément. Dieu s'est glorifié. Pour ce programme de prière, le leader de l'église Jesus Save Ministry a été accompagné par le pasteur Awia Anthony de l'église Bethel de Bondoukou, qui a été puissamment utilisé. L'église Jesus Save Ministry du prophète Ebenezer Dahadou veut transformer la ville aux 1000 mosquées en la ville aux 1000 églises. Du 28 octobre au 5 novembre prochain, une grande croisade d'évangélisation dirigée par l'international américain, l'évangéliste Andrew Palao, se tiendra dans plusieurs villes de notre pays. Suivons ce reportage pour plus de détails. Le corps du Christ en Côte d'Ivoire vivra des moments uniques d'évangélisation et d'impact du 27 octobre au 5 novembre 2017 lors du festival Love Côte d'Ivoire avec l'évangéliste américain Andrew Palao. Devant la presse ce mardi 24 octobre 2017, l'évangéliste Andrew Palao et les responsables des confessions évangéliques et protestantes de Côte d'Ivoire ont donné les détails de cet événement qui se tiendra dans 2 villes ivoiriennes, à savoir Yamoussoukro et San Pedro. Pour nous, à Yamoussoukro, c'est une grande opportunité. C'est un privilège. Et derrière cette opportunité, nous comprenons le plan de Dieu. Parce que ce festival devrait se passer à Abidjan, mais s'il a été transféré à Yamoussoukro, c'est que Dieu a un grand plan pour la ville de Yamoussoukro. Le festival Love Côte d'Ivoire fait partie de la grande vision de 10 capitales sur 10 en 10 ans en Afrique, reçue par l'évangéliste Andrew Palao. Il a invité la Côte d'Ivoire à ces moments de rencontre avec Jésus-Christ. Nous nous encourageons avec les autres chrétiens à travailler pour la paix et la prospérité. Not for themselves, but for the country, for the city. Pour le pays
vie et pour la vie. So we work for it as if it depended upon us. Nous travaillons comme si cela dépendait de nous. À Yamoussoukro et San Pedro, le festival Love Côte d'Ivoire offrira des événements pour enfants, des activités sportives et culturelles pour jeunes, des concerts de louanges et des soirées d'évangélisation. Vision, c'est le nom de Jésus-Christ, de lever sa parole et de présenter le don gratuit qu'il fait au monde. That in Jesus Christ, your life can be transformed. Qu'à travers Jésus-Christ, votre vie peut être transformée. That if you feel like you're walking in darkness, you can walk in the light. Et que si vous vous sentez marchant dans les ténèbres, vous pouvez expérimenter la lumière à travers Jésus. If you feel powerless, you can be empowered. Si vous êtes faible, que vous soyez fort en lui. That change and growth can happen in your life. Qu'un changement et une croissance peut arriver dans votre vie. Comme aperçu de ce qui attend les Ivoiriens lors de ce festival Love Côte d'Ivoire, une démonstration de vélo BMX a été faite par un membre du staff Andrew Palao. À présent, l'actualité en Afrique débute par le Mali avec la situation sécuritaire de ce pays qui devient de plus en plus inquiétante. À cet effet, l'état d'urgence vient d'être prolongé d'une année. L'état d'urgence qui avait été prorogé pour une période de 6 mois au Mali expire le 31 octobre 2017. Une nouvelle prorogation entrera en vigueur immédiatement et ce jusqu'au 31 octobre 2018. Le gouvernement justifie cette décision par la situation sécuritaire sans cesse inquiétante. Elle vise à donner plus de prérogatives aux forces de sécurité qui pourront au besoin perquisitionner, contrôler toute personne suspecte. Aujourd'hui, nous sommes en train de discuter de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali sur le processus d'Alger. Lorsque la mise en œuvre de cet accord sera entière, nous allons avoir une armée reconstituée. Ça veut donc dire que dans l'armée malienne seront intégrés plusieurs combattants de la CEMA. Si la volonté du gouvernement n'est autre que la préservation de la quiétude des populations, de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer les abus des forces de sécurité. La task force de la CEDEAO, dans un récent rapport transmis au chef d'État, avait fustigé le comportement d'agents chargés de sécuriser les postes frontaliers. Elle recommande plus de rigueur dans les frontières de la CEDEAO si l'on veut efficacement lutter contre le terrorisme. C'est une très bonne chose de mettre en place des dispositions qui peuvent empêcher au terrorisme d'avoir accès facilement à nos populations et à nos biens. Mais malheureusement, ce que nous constatons sur le terrain, parce que nous avons eu à visiter déjà 9 pays, le Mali est le 10e pays, ces postes de sécurité et d'observation se transforment souvent en des postes de raquettes, des tracasseries de toutes sortes. Le ministère malien de la Sécurité fait des efforts pour lutter contre le terrorisme qui passe par une bonne tenue des hommes en charge de la sécurité des biens et des personnes. C'est pourquoi plusieurs postes de contrôle connus pour être des lieux de raquettes ont été supprimés et un dispositif de réaction rapide a été mis en place dans des endroits fréquentés et stratégiques. Au Rwanda, il est très difficile pour les populations d'avoir accès aux logements sociaux. Une prévision d'un déficit de 344 000 logements est d'ailleurs annoncée pour l'année 2020. Wamurera Tonis est une mère célibataire de 3 enfants. Elle a récemment bénéficié d'une maison neuve avec 64 autres familles vulnérables dans un village modèle situé dans le secteur de Gikomero, l'une des zones rurales de la ville de Kigali. Je suis très contente et ça m'a pris du temps pour réaliser qu'une personne comme moi puisse vivre dans une si belle maison. Avant, je vivais dans une maison plus petite et pas conforme, au point où lorsqu'il pleuvait, il était quasiment impossible pour les enfants et moi d'y dormir. On était constamment inquiets et on ne pouvait rien y faire. Ce sont des maisons de 3 chambres avec salon, cuisine, douche et toilette. Le village dispose de tout le nécessaire pour que les citoyens puissent bénéficier de tous les services de base. Il y a un marché, une école, un atelier de menuiserie et même un poste de santé. Notre gouvernement tient à ce que chacun puisse s'épanouir, même le plus pauvre.
Selon les autorités rwandaises, ceci est un modèle de village et de maison que le citoyen moyen doit habiter à Kigali. Seul problème, tout le monde ne peut pas avoir plus de 10 millions de francs rwandais pour acquérir une telle maison et le gouvernement ne peut pas offrir des maisons à plus de 60% de toute la population de Kigali. Celle-ci a besoin de logements abordables selon le rapport de la mairie de la capitale rwandaise. Tout citoyen qui commence la construction d'une maison d'habitation doit se conformer aux normes du plan directeur de notre ville. L'un des problèmes qui se présentent est que cela coûte très cher pour la plupart des Kigalois, mais on collabore étroitement avec les investisseurs étrangers et notre secteur privé pour essayer de remédier à cela. Kigali compte actuellement au moins 20 projets de construction de logements qui vont augmenter de près de 20 000 le nombre de logements sur le marché à un prix variant entre 5 à 500 millions de francs rwandais. Selon des experts, la majorité des habitants de Kigali ne peut pas s'offrir ce luxe. Une étude du ministère rwandais des infrastructures indique que Kigali pourrait faire face à un déficit de 344 000 logements en 2020. Le bureau du droit d'auteur burkinabé a décidé de faire son bilan afin de procéder à un état des lieux du droit d'auteur au pays des hommes intègres. Plus de détails dans ce reportage. Structure nationale à forte expérience, le bureau burkinabé du droit d'auteur, après le climat de crise qu'il a secoué en 2014, aspire toujours à être parmi les meilleurs bureaux de la sous-région. Malgré la santé économique fragile du pays, la nouvelle direction, entrée en fonction il y a à peine 2 ans, travaille à maintenir la constance dans le paiement des créateurs. Avec 15 000 œuvres enregistrées et réparties dans plusieurs catégories, le bureau a opté pour la rémunération sur la copie privée. De ce fait, la répartition du droit d'auteur au Burkina Faso se fait en fonction de coefficients affectés aux œuvres. Cette copie privée représente 60% de nos perceptions, pendant que nos perceptions traditionnelles tournent autour de 40%. Alors, en 2016, nos perceptions ont tourné autour de 800 millions de francs CFA. Les filières du bureau sont la musique, le cinéma ou l'audiovisuel, la littérature, les arts dramatiques et les titulaires de logiciels d'ordinateur. Outre sa mission régalienne de collecte et de répartition, une autre mission du BBDA est d'accompagner la politique nationale de la culture. À ce titre, le bureau, à travers un fonds disponible, accompagne les artistes, notamment dans la création, la diffusion, la mobilité des différents créateurs et de leurs œuvres. L'une des innovations du bureau, c'est le lancement effectif en avril 2017 du fonds AMA, le fonds de soutien aux personnes âgées du BBDA. Il est évident que le BBDA, pour appréhender son rôle dans l'environnement convenable, est obligé de faire cette approche. Avec la rélecture de notre loi, nous avons entamé un projet de rélecture de la loi 032 de 1999. Nous pensons qu'avec cette rélecture-là, le droit d'auteur pourra toucher à un champ d'intervention dans lequel cette loi ne nous permettait pas d'y aller. Les perceptions traditionnelles du BBDA proviennent de 3 catégories d'utilisateurs d'œuvres, les petits, les moyens et les gros, à l'instar des téléphonies mobiles et des banques. Dans la perspective d'améliorer les perceptions, le bureau a commandité un audit assorti d'un plan stratégique de développement, axé principalement sur 3 fondamentaux. Ce plan vise à aller vers de nouvelles niches de collecte, notamment dans le numérique, pour l'élargissement de son portefeuille qui s'établit à 7000 clients. Après les violents affrontements entre partisans de l'opposition et la police, l'élection présidentielle a été reportée à samedi dans 4 comtés de l'ouest du Kenya. La présidentielle au Kenya a été perturbée jeudi comme redoutée par des violences au point que le vote n'a pas pu se tenir dans certaines localités du pays. Mais certains électeurs auront l'occasion d'accomplir leur devoir civique samedi. La commission électorale a en effet décidé de reprendre le vote dans 4 comtés sur ordonnance de la Cour suprême. Il s'agit de Migori, Siaya, Kisumu et Omabay, où le processus a été perturbé par de violentes manifestations entre partisans de l'opposition et forces de l'ordre.
À Kisumu, bastion de l'opposition, 4 personnes ont été tuées par balle et une trentaine d'autres blessées dans des affrontements avec la police. Nous n'étions pas violents, nous avons juste barricadé la route pour empêcher l'acheminement des urnes au centre de vote. Nous avons décidé de protester parce que nous ne voulions pas que le vote ait lieu ici. Mais la police est venue et a tiré sur mon frère. Ils ont tiré des balles réelles dans la foule. Malgré les violences et l'appel au boycott du leader de l'opposition, le scrutin s'est tout de même bien déroulé dans certaines régions. Il s'agit surtout de localités favorables au président sortant Uhuru Kenyatta, assuré de la victoire après le retrait de Raila Odinga, qui met en cause la crédibilité de la commission électorale. Mais comme le premier vote invalidé par la Cour suprême, celui de jeudi n'a pas réuni toutes les conditions de transparence espérées par les observateurs. Les indicateurs que nous avons jusqu'à présent montrent que les gens sont intimidés dans certaines parties du pays. Ce n'est déjà pas une très bonne chose en termes de transparence et d'inclusivité du processus. Donc il pourrait parler de manque d'atmosphère libre, où les électeurs pourraient s'émanciper en ce qui concerne le vote. Donc c'est une crainte. Un constat illustré par le faible taux de participation qui était de 48% jeudi en début de soirée selon la commission électorale. Loin, très loin des 79% de celles invalidées du 8 août. Les autorités sierra-léonaises ont pris la décision de protéger les victimes des inondations du choléra en organisant une vaste campagne de vaccination efficace contre cette pandémie. Après la coulée de boue qui a fait plus de 500 morts et 600 déplacés en août 2017, la Sierra Leone mène une campagne de vaccination d'urgence contre le choléra pour protéger les populations victimes des récentes inondations et glissements de terrain dans la zone occidentale du pays. Les agents de santé font du porte-à-porte dans des quartiers dans le cadre de la campagne préventive contre le choléra. Le vaccin, quant à lui, est administré en 2 doses, la première en septembre et la seconde en octobre. Les communautés vulnérables vivent dans les bidonvilles, c'est pourquoi nous sommes ici, pour donner des médicaments à nos populations et les sensibiliser pour les aider à prévenir le choléra par eux-mêmes. Comme le vaccin contre le choléra ne protège pas à 100%, les campagnes de sensibilisation demandent aux populations de se laver les mains, de faire bouillir l'eau avant consommation et de faire cuire les aliments de manière hygiénique. Le ministère de la Santé reconnaît cette intervention comme une mesure de protection supplémentaire pour les personnes utilisant des mesures d'assainissement, mais aussi pour promouvoir de bonnes pratiques d'hygiène afin de prévenir les risques de contracter le choléra dans un pays qui a déjà eu des antécédents de sévères épidémies. La pire épidémie de choléra enregistrée en Sierra Leone en 2012 a tué près de 400 personnes et en a infecté plus de 25 000 autres. En 2017, les autorités multiplient les efforts pour lutter contre le choléra. Les écoles et les centres de santé ainsi que les camps affectés sont utilisés pour atteindre le plus de personnes possible avec le vaccin. Pour cette campagne de vaccination contre le choléra, plus d'1 million de doses du vaccin oral seront administrées selon l'Organisation mondiale de la santé. Le Maroc fait face à une très forte augmentation de sa facture énergétique. Elle s'élèverait à près de 5,2 milliards de dollars. Avec 5,2 milliards de dollars en septembre 2017, la facture énergétique du Maroc vient de passer un seuil symbolique. Depuis le début de l'année 2017, les importations de gasoil, de fioul et de gaz du pétrole connaissent en effet des hausses substantielles. L'envolée de la facture énergétique constitue en elle seule 64,2% de la hausse des importations totales dans le pays. Le Maroc n'a pas procédé encore, malgré toutes les annonces qu'il a faites, à des actions dynamiques de rationalisation de la consommation énergétique de base. Une hausse vertigineuse, non sans conséquence. En effet, pour les 9 premiers mois de l'année 2017, le déficit commercial du Maroc est composé à 70% des dépenses injectées dans ses importations. Des dépenses qui vont de pair avec la croissance du pays. Le Maroc connaît un taux de croissance qui est l'un des plus élevés en Afrique aujourd'hui. Le taux de croissance s'accompagne
toujours d'une augmentation de la consommation énergétique. Toutefois, avec une hausse de 31,9% en 2017, le flux des investissements directs étrangers au Maroc poursuit son dynamisme. Des investissements qui confirment la lancée prometteuse dans laquelle le Maroc s'efforce d'avancer. À l'international, une résistance pacifique se prépare activement en Catalogne. Elle est dirigée par les indépendantistes de la Catalogne afin de marquer leur mécontentement face à la prise de contrôle de leur région par le gouvernement. C'est le 1er octobre à Barcelone. Ces Catalans sont venus voter un référendum d'indépendance interdit par Madrid. Certains, avec leurs enfants sur les épaules, confrontés à une réponse policière musclée. Ces images ont fait beaucoup de mal au gouvernement espagnol, confronté à un mouvement indépendantiste catalan qui, lui, se revendique non violent et démocratique. Le premier point est presque stratégique. Ne leur donnons pas une seule excuse, parce que si pour une raison ou pour une autre il y a de la violence, les caméras se tournent vers la violence. Et alors tu as déjà perdu tout le débat. Juste pour le côté stratégique, c'est important. La mobilisation ne faiblit pas malgré la multiplication des événements, chaque semaine, presque chaque jour. Comme lors du référendum, des pompiers font parfois tampon entre la police et les manifestants. C'est vrai que les gens sont très en colère. Parfois, cette colère est difficile à contrôler. C'est pour ça qu'on est là, pour contrôler les gens qui sont un peu enragés. Et nous sommes ici pour contrôler les provocateurs et les agents infiltrés. Les événements sont concertés, coordonnés. La machine de guerre indépendantiste fourbit ses armes pacifiques et se prépare à l'escalade avec Madrid. Une désobéissance civile massive, déterminée et continue de milliers et de milliers de personnes. C'est une hypothèse pour le futur, c'est une conséquence du 1er octobre. Mais entretenir la flamme indépendantiste de manière pacifique se complique. Une pression croissante de Madrid et un pourrissement de la situation pourraient à terme mettre le feu aux poudres. En France, les clients des grandes surfaces sont confrontés à une pénurie du beurre qui survient juste après les difficultés rencontrées par les industriels de la boulangerie et de la pâtisserie. Cette crise est sans précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale. Plus de 200 organisations, surtout en Russie et en Ukraine, ont été affectées par le virus informatique Bad Rabbit. 4 mois après la cyberattaque mondiale NotPetya. Suivons cette vidéographie pour plus de détails. Pirates du web ont à leur disposition toute une palette d'outils. Les virus sont des programmes informatiques qui, une fois présents sur un ordinateur, vont se dupliquer dans les fichiers sains. Ils se transmettent la plupart du temps par email. Les vers sont eux aussi des programmes malveillants mais autonomes. Ils n'ont pas besoin de fichiers hôtes et peuvent, sans intervention humaine, se répandre dans un réseau informatique. Les virus comme les vers sont utilisés pour détruire ou modifier une partie des fichiers et peuvent causer des dégâts importants. Les chevaux de Troie sont des programmes qui permettent de prendre le contrôle à distance d'un ordinateur en ouvrant une porte dérobée permettant d'accéder au système. Les pirates s'en servent notamment pour bloquer un serveur. Ils ordonnent simultanément à un grand nombre de machines d'envoyer une requête à un serveur. Submergé, ce dernier est alors hors service. Quant au logiciel espion, il cherche plutôt à collecter les données présentes sur l'ordinateur en toute discrétion. Mails officiels falsifiés, sites internet détournés, d'autres techniques existent. Et dans les faits, la majorité des attaques tient de l'escroquerie. Les pirates récupèrent des données personnelles, mots de passe ou coordonnées de cartes bancaires pour les utiliser à leur profit. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ici que s'achève cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction. Restez sur Béni TV, la chaîne des bénis. À très vite.